Bonjour à tous, donc on va commencer l'heure mensuelle d'information donc avec Pierre Concialdi, donc qui est chercheur associé à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Donc voilà, je dis quelques mots. Donc c'est pour la raison en fait de cette HMI. Donc du coup, en fait, on a réagi en fait dans un flash info de Sud en fait à un rapport qui était co-signé par le directeur général en fait sur différents instituts de recherche et qui notamment évoquait de façon assez brève les travaux de l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES, et dans le rapport, en fait, il y avait des commentaires assez péjoratifs, en fait, sur les travaux de l'IRES par rapport aux autres instituts. Et il nous a semblé intéressant de faire connaître cet institut qui, selon nous, produit des choses intéressantes. Donc, c'est un institut qui est au service des organisations syndicales. Et notamment, on avait envie d'inviter Pierre Concialdi, qui a publié récemment un document sur l'évolution des salaires réels sur longue période, pour montrer notamment qu'il y avait eu une rupture depuis 2017, hein, avec une baisse importante du salaire réel, et aussi pour nous parler en fait de travaux sur la mesure du coût de la vie à partir des budgets de référence, des budgets types, qui est en fait une façon complémentaire, alternative en fait à tous les travaux autour de l'indice des prix à la consommation. C'est une autre façon de mesurer l'évolution des prix et qui offre un éclairage un peu différent. Donc voilà, donc le principe de la HMI, c'est on va donner la parole à Pierre pour environ une demi-heure de présentation et ensuite on pourra échanger. Donc, tout le monde voit ce qui est. Bonjour d'abord. Bonjour et merci. Ouais, ça s'est rempli, hein. Et merci de l'invitation. Ça me donne l'occasion de faire un petit tour à l'INSEE. Longtemps que je n'étais pas venu dans les nouveaux locaux. Donc voilà, comme Sylvia vient de vous le dire, je vais juste vous restituer un petit peu les principaux résultats du travail fait à l'IRES sur l'évolution des salaires depuis 1950. Juste un point, si je fais ça, non, il faut lancer. Le PowerPoint, il Oui. est lancé normalement. Et Voilà. comment on le fait avancer du coup? Clique sur le 2. Normalement, là. Voilà. Oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'il était pas. Voilà, sinon je vais introduire. Hein, voilà. Donc la question, elle est assez simple, on va dire, ou en tout cas, elle n'est pas. Elle concerne pas mal de gens dans sa version la plus simple, c'est le pouvoir d'achat des salaires. Voilà. Donc en évolution, donc ça c'est ce qui a été fait dans le document de travail de l'IRES en prenant les séries, en reconstituant des séries longues sur 1950. Et donc là, c'est un petit bémol par rapport à ce que tu as dit. Et en niveau, disons, parce que les budgets de référence, ils permettent effectivement d'avoir un autre point de repère sur l'évolution du coût de la vie, mais ils permettent aussi de situer le niveau des salaires par rapport à ce budget de référence. J'y viendrai par la suite. La limitation, bon, ça c'est ce qu'a dit M. Tavernier, mais c'est ce qui est dit également dans le premier paragraphe du document de travail. C'est un document de travail. Le document de travail, ça veut dire que c'est un work in progress, comme on dit en bon français. Donc je disais que c'était essentiellement descriptif et pas théorique. Bon, on reviendra aussi là-dessus. Ça s'inscrit quand même dans des travaux antérieurs de l'INSEE. Il y a deux noms quand même qui viennent vraiment à l'esprit, c'est Baudelot et Lobopin. C'est toujours des couples, on va dire, qui ont les premiers reconstitué des séries longues de salaires de 50 à 75. Et puis Baillet, Alain Baillet, qui a fait également avec son collègue de Bailly, ou sa collègue, je ne sais plus, à vrai dire. Ça, oui, sa collègue. C'est toujours une femme qui est associée à un homme, puis on retient Baudelot, on retient Baillet, mais bon, on oublie. Et ils ont fait un gros travail qui prolongeait celui de Baudelot
et qui était aussi, de la même façon que le document de travail reste, analytique plutôt qu'explicatif. Hein, voilà, donc la critique s'adresse aussi à lui, même s'il y avait quelques rapprochements avec la productivité. Bon, je saute là-dessus. Je viens tout de suite à l'essentiel. Les questions de méthode. Quand on regarde les salaires sur longue période, il y a deux questions de méthode importantes. Ce qu'on appelle l'effet de structure, c'est-à-dire qu'évidemment, les emplois d'aujourd'hui ne sont pas les emplois d'il y a 20 ans, ne sont pas les emplois d'il y a 40 ans. Donc, comme le niveau moyen de qualification des emplois s'élève avec le temps, mécaniquement, ça pousse le salaire moyen vers le haut. Donc, c'est intéressant de voir quelle est la part de cet effet. Et puis, évidemment, pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on a des évolutions nominales, il faut les ramener en valeur réelle, donc avoir un indice des prix, une mesure de l'inflation. Et donc là, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, on va regarder l'écart entre l'IPC, qui est l'indice phare de l'INSEE, on va dire, et puis l'IPCH, qui est l'indice harmonisé européen, et puis aussi ce qu'on peut faire à partir des budgets de référence. La troisième question que je ne vais pas traiter, qui n'est pas traitée non plus dans le document de travail, c'est la mesure des emplois. Donc là, dans les indicateurs que j'ai retenus, c'est soit des équivalents temps plein ou temps complet, je ne vais pas revenir sur la différence, soit des indicateurs horaires. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement de prendre la masse des informations qu'il y avait, confronter tous les indicateurs pour voir quel diagnostic on pouvait porter sur l'évolution des salaires. L'effet de structure, peut-être utile de rappeler que la première fois qu'on a fait ça, à ma connaissance, à l'INSEE, c'était sur les statistiques de salaire de l'année 68. En 68, vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous l'avez appris, il y a eu des grandes grèves qui ont massivement plutôt touché, enfin, qui ont été portées d'abord et surtout par des ouvriers, et ça s'est vu dans les statistiques de salaire. C'est-à-dire qu'on a vu, à cause de l'effet structure dont je viens de vous parler, une hausse des salaires. Il y a donc des statisticiens de l'INSEE, Badieux, Volkov, Kalbiak, qui ont mesuré les faits, qui ont effectivement constaté qu'il y avait un assez fort décalage cette année-là entre l'évolution nominale des salaires et la structure constante. Il a fallu attendre les années 80 pour que ce travail soit approfondi, on va dire. Je ne vais pas tout reciter. Et depuis 1990, depuis les statistiques de salaire de l'année 90, l'INSEE publie chaque année, dans ses INSEE premières, c'est les 4 pages où on sort les statistiques de salaire sur le privé et la fonction publique, une mesure de ces structures. La rupture qui existe aussi de ce domaine-là, c'est qu'en fait, à partir des statistiques de salaire de 2016, on n'a plus de mesure de cet effet structure. Alors, entre guillemets, grâce au Covid, l'INSEE a été obligé de réintégrer cette mesure parce que, période de Covid, confinement, déformation importante dans la structure des emplois, et l'INSEE s'est rendu compte qu'il y avait, comme il disait, une hausse des salaires en trompe-l'œil. Donc, il a fallu réintroduire la mesure de l'effet structure, mais depuis, ça a disparu. Donc là, c'est un peu ce que je viens de vous dire, de façon un peu plus détaillée. Le commentaire qu'on peut faire là-dessus, c'est qu'autant on peut comparer des mesures à structure variable et des mesures à structure constante, c'est les mêmes champs de population, c'est les mêmes salariés, simplement on corrige dans un cas de l'effet de structure et dans l'autre non. Là, l'INSEE a réintroduit, enfin, c'était déjà présent dans les publications, mais a introduit en indicateur phare, à côté, dans le premier tableau, la RMPP, c'est-à-dire la rémunération des personnes présentes sur l'année. Sauf que là, il y a un petit problème, c'est que autant la mesure du salaire moyen elle concerne l'ensemble des salariés, autant par définition, la RMPP, elle concerne que le champ des salariés qui soient effectivement présents. Donc on aimerait bien avoir aussi le champ des personnes qui ne sont pas présentes toute l'année, et ça ne figure pas dans les stats INSEE. Donc, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'à mon avis, c'est quand même un changement assez important. Parce que moi, le point de départ du travail que j'ai fait, c'était je suis les statistiques de salaire depuis assez longtemps, puis j'engrange salaire moyen, salaire à structure constante, etc. Et là, on n'a plus cet indicateur qui est quand même très, très important et utile pour comprendre ce qui se passe au niveau des salaires. Donc, c'est peut-être un petit appel du pied aux syndicats et aux gens qui travaillent au CNIS pour
pour porter cette question. Donc là, c'est juste une illustration. Voilà, première apparition dans l'INSEE première, on voit la structure constante, effet de structure. Je n'arrive plus à défiler. Voilà. Bon, enfin, peu importe, voilà. Et on voit la RMPP qui apparaît dans les dernières statistiques de novembre 2003. Il n'y a plus d'effet de structure, mais il y a la RMPP. Alors, la RMPP, par définition, ça évolue plus vite que le salaire moyen, puisque ça intègre tous les effets d'ancienneté, etc. C'est des personnes en place qui sont moins précaires. Évidemment, là, vous voyez, salaire mensuel net, moins 1% pour l'ensemble des salariés, en francs constants, et plus 1,3 pour la RMPP. Ça ne donne pas du tout la même image que celle qu'on pourrait avoir avec une structure constante, puisque l'effet structure, comme on va le voir, il est relativement important. L'effet structure sur longue période, il a été très faible jusqu'en 67. Enfin, ça, c'est la mesure de Bayet et de Mailly. Il s'est accéléré ensuite, notamment parce qu'on a allongé on a élevé l'âge de la scolarité obligatoire à 16 ans. Donc, et puis, il y a eu des jeunes de mieux en mieux formés. Donc, on voit que jusqu'en 78 et même jusqu'au milieu des années 80, c'est assez fort. Enfin, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on observait auparavant. Hein. C'est 0,9, 0,7 par an. Et puis, depuis quelques années, enfin, depuis, disons, le milieu des années 80, c'est autour de 0,5, 0,6. Donc, c'est pas négligeable quand même. Quand on a des variations de salaire qui sont parfois nulles, 1%, bon, 0,5, surtout quand on les cumule sur un certain nombre d'années, ça fait une petite différence. Bon, même chose pour vous situer les trois tendances que je viens brièvement de commenter. Vous voyez, donc, en 67, enfin, je ne vais pas revenir dessus. Je vais assez vite et comme ça vous laissera plus de temps si vous avez des questions dessus. Deuxième question de méthode, l'IPCH et l'IPC. Donc là, je l'ai mis en titre, hein, pour moi, et c'est ce que je développe dans le document de travail. L'IPCH donne une mesure plus pertinente des dépenses réelles des ménages que l'IPC. Voilà. Pourquoi? Parce que l'IPC, il mesure des prix bruts, des dépenses brutes des ménages, et l'IPCH, il mesure les dépenses nettes. L'exemple type, ça concerne surtout les biens et services médicaux. Là, on parle d'une augmentation prochaine de la franchise sur les médicaments, par exemple. Et ben, ça veut dire que dans l'IPC, on va avoir aucune hausse des prix. Le prix du médicament, il va rester le même, sauf que le prix à payer pour le patient, on va dire, c'est pas le consommateur, lui, il va augmenter. Il va augmenter des remboursements. Donc l'IPCH, il prend en compte cette hausse de la franchise. Donc l'IPCH, il augmente plus vite quand on dérembourse les médicaments ou les biens médicaux que l'IPC. Et ça affecte évidemment, comme on n'a pas les mêmes prix, on a des prix bruts, des prix nets, évidemment les pondérations ne sont pas les mêmes, il y a tout un effet de structure, mais le principal effet, c'est celui-là, hein, c'est celui sur l'écart entre dépenses réelles et dépenses brutes. Et là, ça pose surtout un problème parce que, il ne veut pas, non, je vais le faire à la main. En France, en tout cas, j'ai essayé de commencer à le faire sur d'autres pays, mais bon, c'est pas encore terminé. Mais en France, en tout cas, c'est clair qu'on a un décalage structurel entre la variation de l'IPC et de l'IPCH. Là, c'est l'écart, c'est-à-dire l'IPCH rapporté à l'IPC. Vous voyez que c'est continu jusqu'en décembre 2020, en fait. Et la rupture, c'est l'accélération de l'inflation, hein, et l'accélération de l'écart aussi entre les deux. Et vous voyez qu'il y a guère de moments où on a vraiment un retournement. Il semble y avoir une dérive, en quelque sorte, structurelle de l'indice européen par rapport à l'IPC. Encore une fois, quand on raisonne, là, on a cet indice IPCH depuis janvier 1996, donc ça nous fait presque pas loin de 30 ans. Vous voyez qu'en 30 ans, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même 5% d'écart. Et encore une fois, quand les variations de pouvoir d'achat elles sont faibles ou négatives, c'est important. Donc maintenant, je passe aux résultats. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le document de travail, j'en ai rajouté, qui ne sont pas dans le document de travail, mais on peut prendre différents indicateurs. Donc il y a les DADS, c'est les statistiques administratives qui mesurent à partir des déclarations d'employeurs les salaires. C'est la source qui a fini par devenir la source phare, on va dire, pour l'analyse des salaires, à partir desquels on peut avoir un salaire net moyen à structure variable et jusqu'en 2021 à structure constante.
On peut aussi s'intéresser, c'est une source très utile, on peut aussi mobiliser des données des comptes nationaux, des comptes nationaux trimestriels. Oui, ça me fait penser que je n'ai pas donné les concepts utilisés. Les concepts, c'est le salaire net. Donc le salaire net, c'est le salaire net de contribution, enfin de cotisation et contribution sociale à la source, mais pas le salaire net d'impôt, puisque maintenant on a prélèvement à la source pour l'impôt. Le salaire brut, bon ça c'est plus simple, c'est le concept juridique de salaire brut. Et la rémunération, bah, c'est l'ensemble de ce qui est versé. C'est le concept de la comptabilité nationale, hein, c'est le salaire brut, plus les cotisations employeurs, qu'elles soient réelles ou imputées. Donc, dans la comptabilité nationale, on peut récupérer en quelque sorte et calculer un concept de rémunération de salaire brut. On peut aussi le mettre en regard du salaire net des DADS. On peut le faire par équivalent temps plein ou temps complet. Ce n'est pas le même concept dans les deux sources, mais et on peut le faire aussi par rapport à un volume d'heures travaillées. Donc ça donne une autre image, puisque la durée du travail, évidemment, elle change un peu. On va faire aussi un petit zoom sur la période 2017 pour essayer de voir quelle est la nature de cette rupture. Et enfin, il y a d'autres indices de salaire qui ne sont pas dans le document de travail, mais que je vais regarder après, qui sont tous les indices de salaire beaucoup plus classiques que produit le ministère du Travail, la DARES. Hein, et puis j'ai rajouté aussi, parce que je pense que vous en voulez encore et plus, des éléments de comparaison avec la fonction publique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va aller assez vite. Alors, sur la source des ADS, pouvoir d'achat du salaire moyen, ben, alors, c'est tous les indices qui sont, tout ce que je vais vous montrer là, en général, le déflateur que j'ai privilégié, c'est ce que j'appelle IPC et IPCH, c'est-à-dire que c'est l'indice des prix à la consommation jusqu'en 96, puis à partir de 96, on a un indice harmonisé, et j'ai choisi les deux, voilà, tout simplement. Secteur privé, salaire moyen, et tout ça est basé en 78. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 78 qu'on observe les véritables ruptures dans l'évolution des salaires. Et bon, le constat se résume assez simplement. Entre 78 et 2022, le dernier point, ça doit être 2022, on a une hausse qui doit être de l'ordre d'un peu, enfin qui est de moins de 20% en pouvoir d'achat pour le salaire à structure variable, mais vous voyez que pour le salaire à structure constante, qu'on peut appeler le prix du travail en quelque sorte, quand on enlève l'efficacité, ben ça baisse. Ça baisse de 3-4 points, même un peu plus. Donc on a un vrai décrochage. Petite parenthèse, en 78, c'est la première année qu'on a, enfin, après la très forte période de croissance, enfin, la période de forte croissance qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, 78, c'est la première année où on observe une baisse du pouvoir d'achat des salaires. Et pour quelques-uns d'entre vous, peut-être ça rappelle que à l'époque, un collectif s'était formé à l'INSEE qui s'appelait Droit à l'information économique et sociale, sur la polémique qui était née à partir de cette baisse du pouvoir d'achat que la direction de l'INSEE, je vais très très vite, avait tenté de camoufler ou de ne pas faire apparaître, comme on voudra. Donc voilà pour le salaire net moyen, c'est très simple, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat pour des emplois de caractéristiques identiques, comme dit en général l'INSEE dans ses publications. Là, on combine les DADS, ce sont des barres bleues, hein, c'est les mêmes indices que ce qu'on vient de voir maintenant, mais on ajoute la rémunération par équivalent temps plein de la Contanat et le salaire brut Contanat, toujours par équivalent temps plein, sur un secteur qui est a priori assez voisin, qui est le secteur marchand non agricole. Voilà. Donc là, la lecture du graphique, elle est assez simple. Vous voyez, très forte croissance jusqu'en 78, affaissement de tous les indicateurs. Ensuite, avec deux petites périodes, c'est-à-dire 78-93, la rémunération moyenne, elle continue de progresser légèrement. Tout ça, c'est à qualification constante. Hein. C'est plus le cas à partir de 93, c'est-à-dire à partir du moment où on met en place les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à partir de 2017. Vous voyez que sur la période 2017-2022, là, on a vraiment un décrochage
qui est très fort, qui est beaucoup plus fort pour la rémunération du travail que pour le salaire net, mais il est manifeste sur une période de temps qui est relativement courte quand même, 5 ans. Et ça, en plus, c'est des taux moyens annuels, oui. Donc, pour tous les indicateurs, on a une baisse du pouvoir d'achat, de la rémunération ou du salaire à qualification constante. Je vais y arriver, je ne sais plus comment il fait. Ah, ça, la main. C'est ici, là. Ça, j'ai déjà fait. Ah non, je n'ai pas fait encore, voilà. J'allais dire la même chose en couleur. Ça, c'est juste pour illustrer le fait que lorsqu'on passe à des indicateurs horaires, on a un petit décalage. Pour aller vite, avant 2017, les indicateurs horaires ils progressent un tout petit peu plus vite que les indicateurs en équivalent temps plein. L'écart, il est de 0,5 points jusqu'en 78 et ça me nuise après. Et vous voyez que depuis 2017, il n'y a plus d'écart. C'est-à-dire que ce qu'on a observé sur la moyenne par équivalent temps plein, on la retrouve exactement sur les indicateurs de salaire ou de rémunération horaire. Ça ne fait pas de différence, on va dire. Voilà, c'est juste pour ça. Là, on peut essayer de commencer à rentrer dans ce qui s'est passé sur la période récente. Et pour ça, on met en regard ce qui s'est passé avant. Parce que ça permet de mieux voir la tendance. J'ai grisé la zone du Covid parce que, je n'ai peut-être pas insisté tout à l'heure, mais bon, il y a eu des bouleversements dans la structure des emplois, il y a beaucoup d'emplois qui n'ont pas été. Donc les statistiques ont été très chalutées. Et donc je l'ai grisé, ce qui permet de mieux voir ce qui se passe un petit peu avant et un petit peu après. Et là, c'est des indicateurs, pour une fois, à structure variable. Et vous voyez que la tendance pour tous les indicateurs, donc je ne les redis pas, vous pouvez les lire, rémunération ou salaire brut, horaire ou par équivalent temps plein, elle est quand même nettement orientée à la baisse depuis la fin de la sortie de la crise sanitaire, ça c'est clair, mais aussi un petit peu avant selon les indicateurs. Ce mouvement, il est évidemment plus net si on raisonne à qualification constante. Vous voyez qu'à qualification constante, depuis 1990, il y a une baisse de pouvoir d'achat pour la rémunération par équivalent temps plein. Pareil pour la rémunération horaire. Enfin bon, tous les indicateurs sont clairement orientés à la baisse depuis plusieurs années. Encore une fois, depuis la crise sanitaire, la sortie de la crise sanitaire, très certainement, mais aussi ça, un petit peu avant. Alors, pour essayer d'y voir plus clair et gommer un petit peu le flou statistique introduit par la crise sanitaire, on peut enlever ces années. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Donc là, vous avez des barres qui reprennent le deuxième trimestre 2017, 2018, 2019, et puis qui sautent à 2022 et 2023. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que pour la rémunération horaire comme pour la rémunération par équivalent temps plein, en fait, la baisse, elle est à peu près de même ampleur sur chaque période. C'est un indice qui montre qu'effectivement, il s'est passé quand même quelque chose de significatif depuis 2017. C'est un peu moins vrai sur le salaire brut, parce que ce qu'on observe en 2019 pour la rémunération horaire, c'est-à-dire une baisse, ça reflète en fait la suppression des cotisations, ou la quasi-suppression des cotisations patronales, jusqu'à 2,5 fois le SMIC, si ma mémoire est bonne, introduite en 2019, c'est plus une exonération compensée, c'est vraiment une suppression des cotisations. Donc on baisse le prix du travail, tout simplement. Voilà, pour dire les choses simplement. Donc voilà, c'est une autre façon d'illustrer le fait que depuis 2017, il y a vraiment un mouvement qui semble assez fort de baisse des salaires réels. On passe, je vais essayer d'aller un peu plus vite, là. On passe aux indicateurs de la DARES. Donc ça, c'est le salaire. La DARES a des indices de salaire de base mensuels par PCS et pour l'ensemble des salariés. Donc là, c'est juste l'ensemble des salariés. Pour une fois, j'ai fait figurer avec un déflateur qui est l'IPC en bleu et l'IPC et l'IPCH qui est en rouge. Bon, on retrouve le même schéma qu'auparavant, avec les indicateurs de la Contanat.
C'est-à-dire qu'on a une progression qui s'interrompt très certainement à partir de 2017 et puis une baisse relativement prononcée ensuite. C'est pareil c'est vrai pour l'ensemble des salariés, mais c'est vrai pour chaque CS. Hein, c'est ce que montre ça. Vous avez les ouvriers, employés, professionnels intermédiaires et cadres. Pour toutes les professions, pour toutes les catégories plutôt, on a une baisse significative et assez persistante du pouvoir d'achat du salaire de base depuis la sortie de la crise sanitaire. Et vous voyez qu'on est à des niveaux qui nous font remonter, suivant les catégories, 10 ou 15 ans en arrière. C'est-à-dire que c'est un recul quand même très significatif du pouvoir d'achat, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisque les gains avaient été quand même assez minimes, pour ne pas dire inexistants. Donc ça tend à conforter les diagnostics précédents. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, ça c'est la comparaison privé-public, on va dire. Donc jusqu'à une époque encore assez récente, on avait pour la fonction publique d'État les mêmes statistiques que pour les salariés du secteur privé à partir des DADS, c'est-à-dire le salaire moyen à structure variable et l'effet structure, permettent d'avoir les mêmes indicateurs que ce que je vous ai présenté au tout début de la présentation. Donc les courbes en pointillé, c'est le salaire moyen à structure variable, c'est en noir pour le privé et en rouge pour le public, et les courbes pleines, bah, c'est la même chose, mais à structure constante. Donc là, la base, c'est pas 80, c'est pas 78, pardon, c'est 80, parce qu'on peut pas remonter pour la fonction publique, en tout cas, moi, j'ai pas réussi, jusqu'en 78. Mais bon, le constat qu'on peut faire, c'est il s'est passé la même chose pour les salariés, pour les fonctionnaires, pour aller vite, que ce qu'on a observé pour les salariés du secteur privé. Il faudrait affiner pour voir si c'est un peu plus, un peu moins, mais bon, clairement, la tendance, c'est stagnation ou baisse du pouvoir d'achat à qualification constante et vraiment des gains minimes de pouvoir d'achat à qualification variable. Qu'est-ce qui reste? Ah oui, ah bah ça, il fallait que je parle un peu de productivité, sinon le directeur général de l'INSEE m'en aurait voulu. Et ben donc oui, j'ai rajouté un indicateur de productivité. Oui, c'est pas très compliqué. Donc la rémunération horaire en pouvoir d'achat, c'est ce qu'on a déjà vu avant. Et la productivité, toujours pareil, secteur marchand non agricole, c'est marqué là. Ça, c'est la source Contanat. Bon, est-ce qu'il faut que je commande plus que ce qu'on voit, c'est-à-dire le fait qu'il y a un décrochage massif et persistant depuis 78. Hein, c'est-à-dire que la crise du pouvoir d'achat, c'est quand même assez massivement ce décrochage entre les gains de productivité et la croissance du salaire réel qui l'explique. Voilà. Oui, mais depuis 2017. Alors 2017, on reprend la même mécanique. Là, j'ai actualisé un petit graphique qui donne pour les barres pleines, c'est par équivalent temps plein. Pour les barres assurées, c'est en horaire. Là, la logique, c'est on prend comme base le troisième trimestre 2017. Pourquoi le troisième trimestre? Parce que c'est le dernier trimestre qu'on a en 2023. Donc, ça permet d'avoir à chaque fois troisième trimestre 2017, 2019, 2021, 2023. Puis on gomme, entre guillemets, la période du Covid. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en base 100, et c'est enchaîné, hein, entre 2017 et 2019, il y a une quasi-stagnation de la productivité. Hein. Vous voyez, c'est les barres rondes. En revanche, il y a une baisse assez nette en termes réels de la rémunération moyenne. Entre 2019 et 2021, en fait, c'est le phénomène inverse. Ce qui fait que on retrouve tous les indicateurs à la baisse d'environ 4% pour la productivité comme pour la rémunération moyenne. Et ce qui se passe depuis, encore une fois, la fin de la crise sanitaire, c'est qu'on est reparti sur un décrochage entre la productivité qui continue à baisser d'environ 1 point entre 2017 et entre 2021 et 2023, mais la rémunération qui, elle, baisse beaucoup plus fortement d'environ 3 points. Donc un nouveau décrochage entre l'évolution de la rémunération réelle et l'évolution de la productivité. Donc c'est vrai de dire que il
il y a un changement dans le rythme de productivité sur les dernières années. C'est vrai que à long terme, on pourrait dire, effectivement, il y a des ajustements qui doivent se produire, mais ce qu'on observe quand même, c'est un décrochage plus important pour les salaires ou la rémunération que pour ces gains de productivité, hein. Où est-ce que j'en suis? On passe au budget de référence, ou à moins que il faut que je prenne peut-être pas plus de 5 ou 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes? Bon. J'explique quand même en 2 mots ce que c'est, parce que vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec les budgets de référence. Budget de référence, c'est une méthodologie un peu, enfin, qui est nouvelle, dont l'objectif est de définir pour différentes familles types ce que c'est qu'un niveau de vie moyen acceptable, décent. La démarche, c'est une démarche participative. On réunit des groupes de citoyens et leur objectif principal, c'est d'arriver à un consensus sur le panier de biens et services nécessaires pour atteindre ce niveau de vie minimum décent. Ces gens-là ne discutent pas des sous, ils discutent du contenu du panier de biens et services. Une table, 4 chaises, une armoire, un téléphone, etc., etc. Et leur objectif, c'est d'aboutir à un consensus. Et on est content quand ils y arrivent, et là, ils y arrivent. Parce que vraiment, c'est ce qui fait la force de cette démarche, c'est que c'est une démarche participative qui associe les citoyens, qui aboutit à un consensus. Donc l'OMPES a lancé ce travail auquel l'IRES avait été associé à l'époque. Ça a débouché sur le rapport de l'OMPES de 2015 qui donne pour 6 familles types ces paniers. Et ensuite, évidemment, les chercheurs, c'est pas très pour ces paniers, on a ce qu'il y a dedans, la qualité des biens ou services et leur fréquence d'achat. Après, on met des prix et on a un budget, c'est ce que retiennent les gens. Mais vraiment, la matière première de ce résultat, c'est quelque chose qui n'est pas dont on ne peut pas discuter facilement, puisque c'est un panier de biens et services qui contient peut-être 200, 250 items. Mais j'insiste là-dessus parce que effectivement, on retient le chiffrage monétaire, mais c'est pas ça dont discutent encore une fois les gens. Donc voilà la démarche. Ah oui, important de préciser comment se situe cet indicateur par rapport aux indicateurs beaucoup plus communs, usuels, statistiques de pauvreté. En résumé, c'est ce que dit cette diapo, le budget de référence, ça détermine ce qu'on pourrait appeler un seuil d'inclusion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à ce niveau ou au-dessus, évidemment, on a peu de risques de connaître des privations. C'est ça le sens de l'indicateur. Le seuil de pauvreté, c'est un peu l'inverse, c'est un seuil d'exclusion. À partir du moment où on est au-dessous du seuil de pauvreté, on est quand même en grand risque, alors évidemment plus ou moins fort suivant le seuil de pauvreté, X% du revenu médian, mais on est en risque d'exclusion. Et c'est tout l'intérêt de l'indicateur, parce que ça identifie une zone grise qui est loin d'être négligeable. Et cette différence, eh bien, les gens la font très très bien quand on leur pose des questions. C'est ce qu'on met ici. L'adresse fait un baromètre, on demande aux gens, selon vous, pour vivre, quel est le montant dont doit disposer au minimum un individu par mois? 1712. Mais en dessous de quel revenu net par mois une personne seule peut être considérée comme pauvre dans un pays comme la France? 1193. Je résume, 1700, 1200. Donc il y a bien une différence sur qu'est-ce qu'il faut pour joindre les deux bouts et à partir de quand on est pauvre. Et effectivement, on n'est pas pauvre à 1 euro près. Il y a une zone grise où on est précaire, on va dire, pas encore vraiment en grand risque de pauvreté, mais voilà. Et c'est tout l'intérêt, ça permet d'identifier des populations, c'est pour ça d'ailleurs que l'OMPES avait lancé ce travail, qui sont en risque de précarité et donc éventuellement en risque de pauvreté. C'est pas négligeable, il y a 60% des ménages sur le champ des familles types retenues par l'OMPES qui sont au-dessus des budgets de référence, ce qui veut dire qu'il y en a 40% qui sont en dessous, dont sur l'ensemble du champ des ménages, environ 10-11% qui sont pauvres au sens statistique du terme, et quand même 28% qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, mais en dessous du budget de référence. Donc ça fait des populations qui sont importantes. On peut dire qu'il y a en France, sur le champ, encore une fois, des
des familles types de l'ONPES, environ 40% des ménages qui sont pauvres ou précaires, pour aller vite. Alors, ce que j'ai fait, oui, les chiffres de l'ONPES, ils ont été publiés en 2015 et ces budgets de référence, ils ont été valorisés fin 2013-2014. Bon, on est en 2023. Moi, donc, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une actualisation. Donc, c'est pas compliqué. J'ai pris les postes, j'ai mis des indices de prix et bon, on a l'effet de structure. Enfin, voilà, on fait évoluer la structure et les prix. Et vous le voyez, il y a plusieurs postes. Je ne vais pas tout commenter. Je vais juste commenter le résultat central qui est pour l'ensemble. Donc, l'ensemble, c'est le budget total, le panier total. Hein. Vous voyez que sur la période considérée, jusqu'au premier semestre 2022, eh ben, il y a un écart de 2. Alors, la différence, c'est suivant les familles types, hein, de 2 points à 3 points et demi par rapport à l'IPC hors tabac. Pourquoi hors tabac? Parce que dans le panier de référence, il n'y a pas de tabac. Considéré comme mauvais pour la santé, donc on n'a pas le droit d'avoir du tabac. Voilà, pas sur les mêmes sous. Mais vous voyez que l'écart, il n'est pas négligeable sur une période qui fait 7-8 ans. Hein. Et ça, c'est le même. Les chercheurs britanniques qui ont initié cette méthode, ils retrouvent le même résultat. Hein, ils font aussi des budgets de référence depuis plus longtemps qu'en France, et ils le font eux chaque année, ils actualisent chaque année. Eh bien, ils constatent que l'évolution du coût de la vie qui est mesurée à travers ces budgets de référence, ces paniers de référence, elle est plus rapide que l'évolution de l'indice des prix national officiel. Donc, ce n'est pas pour dire que l'indice des prix n'est pas bon, hein, qu'on s'entende bien, c'est juste un regard complémentaire sur qu'on peut considérer comme, disons, la façon dont les personnes pauvres ou modestes peuvent ressentir les effets de l'inflation. Hein, leur structure de consommation, tout simplement, n'est pas la même, et donc, ils n'ont pas le même regard, le même ressenti objectif, hein, ce n'est pas un ressenti subjectif, mais même ressenti objectif par rapport à l'évolution générale des prix. Bon, ça, c'est la même chose. Je vais juste rajouter, mais c'est quand même utile de le dire, en haut, les estimations de l'UNAF. L'UNAF, depuis 1950, fait des budgets types. Pourquoi 1950? Parce qu'à l'époque, au moment où le gouvernement a décidé de créer le salaire minimum à l'époque garanti, il avait mandaté la commission de la négociation collective pour essayer de définir un budget type. Bon, je ne passe sur le détail historique, cette démarche a échoué, mais l'UNAF était partie prenante de cette commission à l'époque. Et l'UNAF, c'est donc pour l'Union nationale des associations familiales. Hein. Et bien, l'UNAF a continué à produire ces budgets types depuis. Si vous allez sur le site de l'UNAF, vous allez voir pour les différentes familles types qui retiennent. Évidemment, c'est un champ restreint, c'est des familles, ce sont des familles. Mais au mois le mois, vous avez une actualisation des budgets types de l'UNAF. Et donc, ça permet aussi, à partir de ces indicateurs, de calculer l'évolution du coût de la vie. Vous voyez qu'on est encore au-dessus de ce qui a pu être estimé à partir des budgets de référence de l'ONPES. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? Ah bah oui, ça c'est quand même un peu intéressant aussi. J'oublie pas. Bon, je vais passer sur le montant, on pourra y revenir, mais ce n'est pas l'essentiel de la présentation. Mais ce qui est intéressant, j'y arrive plus. Voilà. Ce qu'on peut faire à partir de ces budgets de référence, alors le budget de référence, en termes de revenus, ça correspond aux revenus disponibles. Hein. C'est-à-dire c'est les ressources, les revenus d'activité, on va dire, moins les impôts, plus les prestations sociales. Donc c'est vraiment le concept de revenus disponibles. On peut faire le calcul à l'envers et calculer pour chaque famille type quel est le salaire nécessaire pour atteindre ce budget de référence. Donc, on peut le faire au niveau du ménage. Hein, donc là, c'est le salaire par ménage. Tous ces chiffres sont en multiples du SMIC, juste parce que c'est un peu plus parlant que des euros. Voilà, mais enfin bon. Et évidemment, quand il y a 2 adultes dans le ménage, on peut faire le salaire moyen par adulte.
si on fait l'hypothèse que chaque adulte travaille, que pour une fois, on a une égalité salariale. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'à l'exception des couples d'actifs sans enfants, pour lesquels si le salaire par adulte peut être inférieur au SMIC, hein, dans toutes les autres configurations familiales considérées par l'OMPES, il faut un niveau de salaire qui dépasse de façon assez substantielle le SMIC actuel. Bon, ça a été fait en 2022, mais ça ne changerait pas énormément. Pour une personne seule active, qui est peut-être le cas le plus simple à considérer, vous voyez pour le dire autrement, il faudrait une hausse du salaire minimum de 23%, enfin de plus de 20%. On ne va pas chipoter sur, enfin, c'est des ordres de grandeur, hein, mais de plus de 20% pour que ces actifs isolés atteignent le niveau du budget de référence les concernant. Et vous voyez qu'évidemment, ce n'est pas une grande surprise. Pour une famille monoparentale avec 2 enfants, bah, c'est quasiment 2 fois le SMIC. Bon, bah, sans doute, il n'y a qu'un seul apporteur et il y a plus de besoins. Et que pour un couple avec 2 enfants, eh ben, c'est plutôt de l'ordre de 40% au-dessus du SMIC. Donc, on est sur des niveaux de salaire qui sont quand même relativement... ça permet d'illustrer, à contrario, le décalage qui existe entre les salaires et les conditions de vie des gens. Il y a un dernier, je pense, si j'arrive, c'est pas celui-là. Excusez-moi, parce que ça... Voilà, d'accord. On peut aussi, à partir de ces mêmes chiffres, estimer l'incidence de ce qu'on peut appeler du risque de pauvreté ou de précarité pour les ménages selon leur situation familiale. Donc là, c'est un calcul que j'ai fait vraiment un peu grossier, mais ça fournit quand même des ordres de grandeur, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que dans la première colonne, vous avez le pourcentage de salariés qui ont un revenu salarial insuffisant pour atteindre des budgets de référence. Compte tenu de la distribution des revenus salariales, je ne sais pas si on pourrait y revenir si vous voulez, mais enfin, qu'on peut observer. Donc, ça donne une première colonne. Pour une personne seule, il y a 47% des salariés qui n'ont pas accès à un revenu salarial suffisant pour avoir... alors, c'est la distribution d'ensemble du revenu salarial, hein, ce n'est pas le revenu salarial de chaque famille type qu'on ne connaît pas. Hein, si pour les personnes seules, la distribution du revenu salarial est la même que pour l'ensemble de la population, eh bien, il y a 47% des personnes de cette famille type qui ont un revenu salarial inférieur. Et c'est pareil pour les autres. Hein. Donc voilà, ça permet juste de donner les ordres de grandeur de l'incidence, c'est-à-dire que pour le couple sans enfant, on observe qu'il y a 32% des salariés qui sont dans cette situation. Donc ça veut dire que 32 multiplié par 32, si on fait encore une fois une hypothèse d'équirépartition, on va dire, on a un risque ménage qui est de l'ordre de 10%. Je ne sais pas si c'est très clair dans ma présentation. Voilà. Et on fait la même chose pour les quelques ménages, et puis on peut aussi faire une pondération pour arriver à un chiffre global. Et là, on constate qu'environ un tiers des ménages de salariés de ces familles types, encore une fois, sont soit pauvres, soit précaires au sens des budgets de référence. Voilà, c'est une autre façon d'utiliser les budgets de référence pour se faire une idée de... Donc, je vais m'arrêter là simplement. Alors, donc, en conclusion, il y a quand même eu un mouvement depuis plus de 40 ans pour aller vite de dévalorisation du travail, qui se traduit non seulement par le fait qu'il y a des... Ça, c'est des moyennes, il ne faut pas oublier. Donc, derrière les moyennes, comme vous le savez tous et toutes, il y a des disparités importantes. Et il me semble que ce qu'on a observé depuis quelques années, on va dire 2018 ou après, en termes de pouvoir d'achat, puise encore une fois sa source dans ce décalage persistant par rapport à l'évolution des prix, et que ça se traduit par le fait qu'on a quand même, parmi les salariés, mais il y a d'autres catégories de la population, hein, comme on le voit aujourd'hui, qui sont concernés, mais aussi pour les salariés, par un décalage massif par rapport à leurs besoins ou la façon dont ils peuvent être satisfaits. Voilà. Merci beaucoup. Critiques et suggestions. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement.
C'est ici, hein. Arrête.